Bien, écoutez, donc on a quelques minutes. Je vais vous présenter un projet qui s'appelle Parasol, qui est financé par l'ADEME, où on est quelques partenaires. Donc il y a deux équipes INRA, l'INRA de Lusignan, l'INRA de Thé, l'Institut d'élevage et l'Institut La Sabové et Agrouf qui coordonnent. C'est un projet qui se fait en collaboration aussi avec un autre projet CASDAR qui s'appelle Arbel, piloté par l'Institut de l'élevage. Donc ça porte un petit peu sur cette notion de service rendu. Alors Parasol, en fait, donc, qui est financé par l'ADEME, porte surtout sur les histoires de changement climatique et voir un petit peu comment eh bien, les parcelles agroforestières et les exploitations agroforestières peuvent favoriser effectivement donc une protection de l'activité d'élevage. Alors, quand on parle des services rendus, bon, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Christian en a parlé. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que, effectivement, quand on calcule les services rendus par l'agroforesterie, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte. Les histoires de climat, microclimat, le type d'essence d'arbres qu'on va planter, le type de sol, les itinéraires techniques, la race des animaux, l'âge des animaux aussi, l'orientation de la parcelle, est-ce qu'on est en orientation sud ou nord, etc. Bref, il y a tout un tas de paramètres qui fait qu'à un moment donné, quelque chose qui peut apparaître comme un service peut aussi être un disservice, en fait. Donc, c'est jamais tout blanc ou tout noir, et donc c'est ça un peu la complexité de l'agroforesterie. Un des paramètres importants, notamment, c'est qu'on est sur des parcelles très évolutives, entre la plantation des arbres et puis des parcelles qui seraient adultes. Et bien, effectivement, on n'a pas du tout le même cas de figure, le même contexte, en termes microclimatiques, déjà, par exemple. Et donc, c'est ce qui est un petit peu difficile dans nos études. Alors, juste pour dire, là, par exemple, dans le projet Parasol, ADEME, on a fait le choix, en fait, de travailler sur des parcelles adultes, justement. Des parcelles qui ont été plantées il y a une trentaine d'années, quasiment, maintenant, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Massif central et dans le sud de la France. Comme ça, on balaye un petit peu trois types de climats très différents, et c'est ce qui nous intéresse, justement, par rapport à cette question de changement climatique. Donc, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on travaille sur le suivi de nos parcelles, et on a également eu chaque année des climats assez différents et quelquefois très marqués en termes de sécheresse, comme vous le savez. Bon, maintenant, effectivement, quand on parle de services, il y a quand même des constats qui sont faits par les éleveurs sur l'impact positif que pourraient avoir les arbres. Dès que les températures dépassent les 20 degrés, par exemple, les vaches recherchent l'ombrage des arbres, les moutons également, pas simplement pour les activités de repos ou de rumination, mais aussi pour s'alimenter, et donc c'est ce qui va nous intéresser nous aussi, mais également aussi pour les histoires de vélage. Donc là, les animaux, dès qu'il y a un abri, vèlent beaucoup plus facilement à l'abri du vent et du froid. Dans le projet Parasol, donc, du coup, l'idée, c'était d'essayer de fournir des éléments de compréhension des systèmes agroforestiers pour essayer de jouer sur certains leviers pour favoriser donc l'adaptation au changement climatique. Donc, on a travaillé auprès d'éleveurs agroforestiers. Donc, à peu près, en tout, il y avait une trentaine d'éleveurs. On a fait donc des enquêtes pour voir un petit peu quelles pratiques ils avaient sur l'exploitation et quelles observations ils faisaient dans les parcelles agroforestières. On a travaillé alors après justement sur les études d'impact des peuplements d'arbres à la fois sur la production herbacée mais également sur la production arborée, donc avec l'idée d'utiliser les arbres comme fourrage, et puis l'impact des arbres sur les animaux, c'est ce que je vais un peu plus détailler là dans le temps qui m'est donné. Et donc après, donc là c'est ce qu'on a commencé cette année, c'est d'essayer de faire un peu un bilan de tous ces résultats pour voir un petit peu quelle performance on peut avoir au niveau zootechnique et socio-économique en agroforesterie. Bon, là je passe rapidement. Le changement climatique qui impacte très fort les exploitations d'élevage, comme beaucoup de productions. On s'attend donc à des hausses de température, avec des conséquences pour les élevages où, grosso modo, on peut avoir des animaux qui vont passer de plus en plus de temps en dehors de leur zone de confort, donc ça peut avoir un impact sur leur performance, une stagnation des rendements céréales, mais également prairies, et donc avec une augmentation des charges derrière, une modification de la dynamique fourragère qu'il faut prendre en compte. L'allongement des périodes de pâturage est souvent mis en avant par les instituts techniques, comme l'IDEL, et nous, là-dedans, on se pose la question effectivement de l'agroforesterie. Donc, essentiellement sous l'angle du microclimat, donc l'impact des arbres sur le rayonnement, sur la température, l'humidité,
parce que c'est vrai qu'on parle souvent de hausse de température. Dans les exploitations d'élevage, en tout cas dans les études qu'on mène, on parle beaucoup plus de THI, donc un rapport température-humidité, pour essayer de caractériser un peu une ambiance de stress, une ambiance thermique des animaux. Donc ça caractérise un petit peu l'ambiance de stress léger, modéré, marqué du microclimat sur les animaux. Alors, 2-3 photos juste pour illustrer l'impact des arbres sur la production herbacée ou arborée. Donc, effectivement, l'idée c'est de retrouver un petit peu une fonction fourragère des arbres, non pas ponctuellement en cas de sécheresse, mais de manière régulière pour l'incorporer dans le calcul de la ration alimentaire des animaux. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on essaye de faire une récolte aérienne des arbres. Donc là, de manière traditionnelle, mais nous, on le travaille de manière, en essayant de rationaliser et donc de mécaniser. En bas, vous avez une photo de la DSA qui circule pas mal, qui montre effectivement un effet assez favorable sur la production et le dessèchement, en tout cas, des prairies en été. Donc effectivement, avec, vous voyez, donc une partie verte sous les houppiers des arbres. Ce qui est important de signaler, c'est que effectivement, on a un effet décalage du dessèchement des prairies. Ça, c'est ce qu'on a pu noter effectivement dans la plupart des parcelles qu'on a suivies, mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que là, cette influence favorable de l'agroforesterie en été n'est rendue possible que si, au printemps, on a eu une recharge des sols en pluviométrie suffisante. C'est-à-dire que si on avait eu un printemps sec, là, on aurait eu une compétition très forte entre l'arbre et la prairie. Car grosso modo, en fait, nous, dans les suivis qu'on fait de nos parcelles, on a quand même malgré tout un effet dépressif des arbres sur la production herbacée. Donc, alors après, on peut en discuter, hein, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ce sont des parcelles, par exemple, qui n'ont jamais fait l'objet de sélection variétale au niveau fourrager. Donc, effectivement, ça peut être un biais en défaveur là, de l'agroforesterie. Mais en tout cas, donc, il y a un effet dépressif qui est effectivement à prendre en compte dans le travail. Par contre, effectivement, il y a un décalage donc, de cette production. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a une qualité fourragère différente. Par exemple, le taux de matière azotée digestible au niveau de la ressource herbacée est beaucoup plus important en agroforesterie. Donc ça, c'est un point positif. Donc on a une alimentation de meilleure qualité en été, donc au niveau des prairies. Alors, si je prends maintenant l'effet sur les animaux, donc c'est un travail qu'on a fait donc, du nord au sud, donc sur les moutons. On a marqué donc, certains lots de moutons. Donc, chaque fois, on a pris donc, des moutons, donc, des groupes de 10 brebis, chacune avec deux agneaux, qu'on a marqués et qu'on a suivis donc, à intervalles réguliers pendant 24 heures ou 48 heures sur les parcelles. Donc l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a un effet parapluie, par exemple, hein, quand il fait mauvais, quand il pleut, un effet brisement, un effet parasol en cas de forte température. Donc ça, c'est une étude. L'étude, elle a été coordonnée en fait par l'équipe du NIL-LaSalle. Simplement pour dire qu'au niveau microclimatique, donc on a fait des mesures donc, de température et d'humidité, des choses qui ont déjà été faites, par exemple ici à Restinclière aussi, hein, et qui nous permettent de dire qu'effectivement, donc en rouge, vous avez la courbe des températures d'une parcelle témoin, donc sans arbres, et les deux autres, donc c'est des sondes qui ont été placées à 1 mètre des arbres, sous les houppiers, et puis en orange, au milieu des lignes d'arbres. Donc vous voyez que ce soit en mai ou en juillet, sur cette parcelle que vous avez ici à droite en Haute-Loire, dans le Massif central, il y a effectivement une forte différence hein, en termes de température entre la parcelle sans arbres et la parcelle avec arbres. Donc là, on est sur une 60aine d'arbres à l'hectare. Donc en été, on peut aller jusqu'à 5 degrés de différence pendant plusieurs heures, hein, quasiment pendant une dizaine d'heures dans la journée, quoi, en fait, hein, de 10 heures jusqu'à 17, 18, donc bon, pas tout à fait 10 heures, quoi. Et pareil au printemps, où on peut aussi, là, sur une période un peu plus courte, mais quand même avoir une différence qui peut aussi aller jusqu'à 2-3 degrés au maximum. Ça, c'est important, vous allez voir pourquoi. Alors, donc dans ces parcelles, donc on a suivi donc, chaque fois les 10 brebis avec leurs agneaux. Et on a noté donc, toutes les activités donc, de ces brebis. Est-ce qu'elles mangent? Est-ce qu'elles se reposent? Est-ce qu'elles ruminent? Est-ce qu'elles se déplacent? Et on a noté aussi en fait, tout le comportement en fait, de ces animaux. Est-ce qu'elles se sentaient bien? Est-ce qu'elles donnaient des coups de tête? Est-ce qu'il y avait des mouvements de queue qui sont les signes aussi éventuellement d'une gêne, d'une attaque de certains insectes, hein, et voilà. Et donc ça fait partie aussi du bien-être et du stress de l'animal. En gros, hein, là c'est les premiers résultats, on va les affiner encore cette année, mais ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement le premier paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est la densité d'arbres.
C'est un peu ce que disait tout à l'heure Christian. En fait, par rapport aux animaux, il y avait une photo avec 2 arbres et tous les animaux qui se groupent autour d'un arbre. En fonction du nombre d'animaux que vous avez sur la parcelle et sur l'exploitation, de votre mode de gestion de pâturage, c'est vrai que la densité est extrêmement importante. Que vous ayez 60, 100 ou 150 arbres, on ne va pas avoir le même impact en termes de comportement des animaux. S'il n'y a pas assez d'arbres, les animaux vont plus utiliser les arbres que pour le repos et la rumination, mais pas pour l'alimentation, du fait de tout un tas de facteurs, de piétinement, de déjection, de choses comme ça, mais aussi donc peut-être de compétition entre l'arbre et la culture. Si on a des densités élevées, mais pas trop élevées, effectivement, là, les animaux vont se disséminer de manière beaucoup plus régulière sur l'ensemble de la parcelle et vont utiliser aussi les ressources fourragères herbacées pour leur alimentation. Ce qui est important par rapport à ce que je disais tout à l'heure en été, parce que c'est une alimentation qui est assez riche. Par contre, un bémol qu'on a eu, et donc effectivement là c'est plutôt un disservice, comme je le disais tout à l'heure, donc on n'est pas dans le service rendu, c'est qu'effectivement on a beaucoup plus d'insectes dans les microclimats agroforestiers, donc on a des animaux qui sont beaucoup plus gênés, c'est très visuel, et donc par contre on n'a pas pu le mesurer en termes d'impact sur la production, que ce soit laitière ou éventuellement la consommation en eau, etc. Juste pour terminer, il y a des enjeux qui sont cruciaux, c'est-à-dire que là maintenant on est dans une phase d'exploitation des résultats, mais ce qui est important c'est que là par exemple il y a eu une thèse qui est sortie, donc une thèse d'une personne qui s'appelle Sophie Thuol, mais il y a eu aussi d'autres publications qui sont sorties sur l'effet du changement climatique sur les performances économiques donc des animaux, notamment en termes de production laitière, de qualité, mais également de bien-être. Il y a par exemple, donc là on parle plus de THI comme je disais, mais simplement une différence de 2 degrés de THI au-dessus de 28 degrés, donc ce qui correspond à du stress léger, et bien cela peut occasionner au final une perte de 1650 litres de lait pour un troupeau de 50 vaches sur 30 jours. Il y a plusieurs études qui le montrent. Alors après, bien sûr, il faut prendre en compte la période de stress dans la journée. Et par exemple, si vous avez, même pour du stress léger, si l'animal passe 4 heures de stress léger sur la parcelle, eh bien, ça occasionne une perte de à peu près 1 kg de lait par jour. Voilà. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte parce qu'effectivement, au bout du compte, ça commence à devenir un chiffrage économique important. Surtout que là-dedans, il faut prendre en compte d'autres facteurs, donc une baisse de qualité également du lait en termes de taux butyrique et protéique. D'autres problèmes du style problème de fécondité, d'immunité au niveau de la mère et du veau, et puis également des problèmes d'alimentation, de digestion, notamment de développement d'acidose, et puis également de boiterie, pour ne citer que cela. Là-dedans, l'agroforesterie peut jouer un rôle. Nous, on ne l'a pas étudié dans nos parcelles parce que c'est assez compliqué d'avoir des lots d'animaux et d'aller jusqu'à ces mesures. Ça, c'est des mesures qui ont été faites donc, sans agroforesterie, bien entendu. Mais par exemple, la boiterie, c'est parce que tout simplement, les vaches, quand elles souffrent de chaleur, elles restent beaucoup plus longtemps debout qu'allongées pour se ventiler, parce qu'elles ne transpirent pas. Donc elles ont besoin de se ventiler. Et au bout du compte, au bout de plusieurs jours donc de forte chaleur, on commence à avoir effectivement des problèmes de boiterie, on peut avoir des problèmes au niveau des sabots, etc., d'articulation. Et donc ça, c'est un gros problème. L'acidose, c'est pareil. Là, c'est l'alimentation. Donc le fait d'avoir très peu d'alimentation à disposition et une alimentation essentiellement sèche, ça provoque effectivement des problèmes d'acidose. Ce qui, pour nous, par rapport aux résultats que je vous ai montrés, effectivement, nous, on a une alimentation plus diversifiée et un peu plus riche, donc que ce soit au niveau herbacé, mais après, notre enjeu, c'est effectivement l'alimentation fourragère arborée. Donc là, on a fait pas mal d'études sur une 50aine d'essences d'arbres. Bien entendu, ceux qui sortent un peu du lot, c'est le frêne, le mûrier, voilà, comme par hasard, les essences traditionnelles qu'on utilise, avec des taux de matière azotée digestible très très intéressantes, justement, et très décalés dans le temps, c'est-à-dire en automne, mais également aussi en début d'automne, dans l'été et en début d'automne. Bien, donc là, on est sur des comparaisons théoriques, mais en fait, c'est tout l'enjeu de notre travail là maintenant, en fait, pour l'année qui vient. On m'avait demandé de parler pour Bouquet, mais je vais laisser la parole à Vincent parce que donc, lui, il est éleveur donc, de volailles. C'est un projet qui vient de commencer l'année dernière et qui porte exclusivement justement sur la valorisation monétaire des services rendus par les peuplements arborés en agroforesterie. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est
quelque chose qui est assez compliqué. On retrouve un petit peu les mêmes tendances qu'on peut avoir au niveau des ruminants, sauf qu'après, il y a quelquefois des petites choses qui apparaissent comme des services pour les ruminants, mais qui ne sont pas forcément des services pour les volailles. Mais je vais laisser la parole à Vincent, et puis après, bon, s'il y a des questions. Donc, je m'appelle Vincent Blany, je suis agriculteur dans le Gers, comme Pierre, à côté d'Auch, donc la capitale du Gers, 25 000 habitants. Donc on va parler poulet, donc après les vaches, les brebis, le poulet, et pas le poulet de Loué, c'est le poulet du Gers. Le poulet ne connaît pas, le Loué, c'est qu'on ne connaît pas. Donc poulet du Gers, donc l'exploitation, en 4 mots, elle fait 130 hectares, tout en conventionnel. On fait de l'agroforesterie aussi, grande culture, en conventionnel. Par rapport à la question de tout à l'heure, justement, c'est un tremplin pour évoluer aussi peut-être vers le bio par la suite, mais c'est quand même un très très bon tremplin. Et le potentiel agroforestier, il est beaucoup plus important en conventionnel. Donc bon, voilà, il y a quand même de l'avenir là-dedans. 130 hectares, tout en culture, tout sur des terres argilo-calcaires superficielles, même topographie que pierre, des pentes, des bois, des terres érodées, enfin, surtout érodées par le matériel. L'érosion hydrique est importante aussi, mais c'est surtout l'érosion aratoire qui a vraiment usé nos sols. Donc j'ai commencé à planter des arbres avec Alain Canet et Arbres Paysages en 97. Première plantation au niveau des 2 premiers bâtiments qui étaient construits donc en 96. Plantation de haies qui était quand même obligatoire au niveau du poulet du Gers. On nous imposait 200 mètres de haies plantées par bâtiment. J'ai l'avantage d'avoir sur l'exploitation 4 bâtiments identiques, 3 parcours différents, un parcours plein nord, celui-ci, un parcours plein ouest, le bois, et 2 parcours plein sud. On a eu la chance d'avoir la partie bois qui était déjà plantée. C'est une garenne, ce qu'on appelle une garenne, 0,7 hectares de bois. Je me suis rendu compte que techniquement, les poulets poussaient mieux, étaient légèrement plus lourds, consommaient moins d'aliments dans cette partie-là. Donc ça a été très très rapide au niveau raisonnement. J'ai pu faire une différence entre déjà au niveau du poids des poulets. On avait un gain de 38 grammes, c'est assez précis, 38 grammes sur 3 mois d'élevage, donc 86 jours en moyenne. 86 grammes de poids supplémentaires dans la partie bois, avec le même aliment, avec les mêmes bâtiments. L'orientation est différente, mais la différence, c'était surtout le bois que vous voyez. Ça m'a motivé, justement, ça m'a incité à planter dans l'ensemble des parcours. Enfin, il faut savoir que 38 grammes de poulets supplémentaires sur 4400 poulets par bâtiment, c'est en gros 500 kg d'aliments consommés en moins. 500 kg d'aliments, enfin si on parle économique, 500 kg d'aliments, c'est 300 € par lot. On fait 3 lots dans l'année, ça fait 1,5 tonne par bâtiment. Si on le multiplie par 4 bâtiments, voire 3, puisqu'il y avait déjà le bois, si on multiplie par 3 bâtiments, ça fait quand même pas mal d'aliments et pas mal d'économies au niveau financier. Sans parler du gain de poids qui est valorisé aussi. 38 grammes, ça fait sur 4000 poulets, en gros 150 kg minimum de poulets supplémentaires qui m'est payé. Donc là aussi, il y a un gain financier important. Donc là, on n'a pas hésité, obligation de planter dans les parcours. Alors pourquoi de l'agroforesterie? Au départ, j'avais contacté Alain Canet, donc en 97, et je lui avais proposé, je lui avais demandé de planter des résineux pour utiliser les parcours et valoriser mes parcours. Des résineux, quand je lui ai parlé de ce projet-là, il est reparti vite en courant, il m'a dit, bon, c'est pas pour moi. On a commencé à planter les haies, à cadrer tous les parcours avec des haies, les parcours de volailles, mais aussi on a planté des haies sur toutes les surfaces de terre. Et ensuite, l'agroforesterie, elle n'est venue qu'en 2007, quand ça s'est développé dans le Gers. Et depuis 2007, voilà, on a planté l'ensemble des parcours en agroforesterie. Le gros intérêt de tout ça, c'est que les poulets utilisent la totalité de parcours,
Donc quand on parlait d'un point de vue sanitaire, et d'autant plus maintenant, c'est d'actualité, bon, on parlait de grippe aviaire l'année dernière, cette année, bon, on touche du bois, tout va bien. Mais enfin, le fait d'avoir des poulets répartis sur toute la surface du parcours, et en y restant longtemps dans la journée, ça limite les problèmes sanitaires aussi. Ça a quand même son effet. Ils mangent davantage à l'extérieur. Il faut savoir que le poulet label, c'est un poulet à croissance lente. Ce n'est pas une Formule 1. On s'en fout quelque part un petit peu du poids. On cherche à avoir un poulet qui fasse 2,2 kg à 82-83 jours. Donc le but, il est là. Le gain, le poulet label, ce qui coûte le plus cher dans le poulet, c'est l'aliment. 65% du prix de revient du poulet label, c'est l'aliment. La charge la plus importante. Vous avez la partie achat, poussin ou autre, mais 65% minimum du prix de revient, c'est l'aliment. Donc le gain technique va se faire uniquement par des techniques plantation agroforestière ou autre. Et donc là, on retrouve vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, une économie de consommation d'aliments, un gain de poids de 38 grammes, donc ça c'est calé. Et puis bon, voilà ce qu'il y a à dire. Concernant les avantages de l'agroforesterie, le côté technique, on en a parlé, le côté esthétique, ça c'est important, le côté paysager, Pierre en a parlé aussi, c'est quand même important d'avoir des arbres dans un parcours. Le côté épuration des sols, il faut savoir que les poulets label, dans la mesure où ils sortent, ils font des déjections et 20% des déjections faites par les volailles se retrouvent dans les parcours. Donc c'est un rôle aussi d'épuration des parcours. On a des parcours qui sont quand même très très fertilisés par les volailles. Ça va nourrir les arbres aussi et ça va permettre d'épurer un peu ces parcours. C'est quand même super important aussi. Il y a le côté érosion, on peut, sans plus puisque c'est tout le temps enherbé. Les poulets la mangent, mais l'herbe a le temps de se régénérer. Je ne ressème jamais mes parcours. Tout se fait de façon naturelle. Pendant en gros 2 mois, on n'a pas de volailles qui vont dans les parcours. On fait 3 lots dans l'année, mais les poulets sont dans le bâtiment pendant 42 jours. À 42 jours, on ouvre les trappes. Et ensuite, il reste 1 mois et demi à l'extérieur. Donc, on a 2 mois derrière, 1 mois de vide sanitaire et 1 mois et demi de minimum d'élevage dans le bâtiment. Ça laisse le temps au parcours de se régénérer. En termes d'avantages aussi, vous avez un capital bois qui est présent sur le parcours. Alors c'est pareil, je taille mes arbres de façon à exploiter les fûts dans l'avenir. Donc ce n'est pas moi qui vais exploiter les fûts, mais en fait je mets en place un capital, je ne perds pas mon temps sur des parcours nus. C'est des parcours qui sont plantés et qui produisent, ça c'est important aussi. Au niveau des espèces, c'était plutôt des espèces fruitières anciennes, style alisier, cormier, merisier, il y a quelques noyers, voilà, c'est tous ces arbres que j'ai souhaité planter. Et ce qu'on a cherché à faire au niveau d'arbres-paysages aussi, c'est de planter des arbres issus de graines récoltées dans la région. Ça aussi c'est important. La génétique, on en a parlé tout à l'heure, mais enfin, ce sont des arbres qui sont plutôt adaptés à nos régions, donc important d'utiliser ces essences-là. La récolte se fait par un des techniciens d'arbres-paysages. Concernant l'agroforesterie qui a été faite en 2007 sur les parcours, justement, ça m'a incité, de par la technique, à planter des arbres aussi dans mes parcelles. Et j'ai planté 5 hectares d'agroforesterie, grande culture, sur les parcelles. Là aussi, sur une parcelle qui était prédisposée à ça, puisque c'est une orientation nord-sud, ça c'est la théorie, mais enfin c'est orientation nord-sud, perpendiculaire à la pente, et là aussi c'est une très très bonne expérience, j'ai envie de continuer, ça ne me gêne pas pour le travail, et puis oui, j'en suis fier. Le côté image est quand même très très important aussi pour la grande culture, mais aussi pour les volailles. Quand vous avez des clients qui viennent voir vos volailles, puisque les portes sont ouvertes systématiquement, hors période sanitaire difficile, mais voilà, c'est quand même important de présenter des parcours et des volailles qui sont heureuses, qui justement la photo le montrait, des volailles qui sont présentes partout sur le parcours et qui colonisent toute la parcelle.
À côté de ça, bon, sur les grandes parcelles, enfin sur la partie exploitation, j'ai essayé de cadrer aussi la plupart des parcelles. Donc premier travail, cadrer les parcelles avec des haies. Donc, on a planté depuis 1997 4 km de haies sur l'exploitation. Ce n'est pas fini, il y aura d'autres haies à planter. De l'agroforesterie aussi à planter, enfin à mettre en place sur certaines parcelles, pas toutes, ce n'est pas le but. Et travailler en technique simplifiée ou couvert végétal. J'ai commencé par le biais d'une CUMA, parce que tout le matériel que j'utilise pour les grandes cultures aussi est en CUMA. Donc on a pu acheter du matériel adapté au travail de semi-direct, et c'est fait justement sur des luzernes, sur des fèverolles. Je fais du semi-direct sur ces parcelles-là. J'ai en gros 20% de semi-direct sur exploitation. Et c'est quelque chose qu'il faut que je développe. C'est exactement ce que disait Pierre là-dessus. C'est vraiment l'aboutissement de ma façon de travailler aussi. Peut-être un passage en bio dans l'avenir. Donc, comme quoi, on évolue.